Bienvenue dans cette vidéo où nous parcourons ensemble le polycopier du chapitre OR4, addition nucléophile sur le groupement carbonyle. Pour commencer, présentons les composés carbonylés. Ce sont les composés organiques qui possèdent un groupement carbonyle relié à des groupements alkyles ou hydrogènes. On appelle cétones les composés pour lesquels deux groupements alkyles sont reliés au groupement carbonyle. On appelle aldéhydes les composés qui ont au moins un hydrogène directement relié au groupement carbonyle, l'autre groupe pouvant être soit un hydrogène, soit un groupe alkyle. On retrouve les aldéhydes et les cétones beaucoup à l'état naturel. Ici, quelques exemples de composés naturels, le camphre, le benzaldéhyde ou le glucose, et il y en a bien d'autres. En termes de nomenclature, pour les aldéhydes, on utilise le suffixe al, pour les cétones, on utilise le suffixe on, et si la fonction carbonyle n'est pas prioritaire, pour indiquer sa présence, on utilise le préfixe oxo. Application, nommez les composés suivants. Essayez de les nommer vous-même sur le polycopier en mettant pause sur la vidéo. Je donne les résultats dans quelques instants. Voici les résultats. Donc pour le premier composé, on reconnaît la fonction aldéhyde puisqu'il est relié ici à un hydrogène. Et comme il y a une base de 3 carbones, ce sera le propane al avec le suffixe al. Pour le deuxième composé, on reconnaît une cétone puisqu'il est relié à deux groupes alkyles. La base ici est une base, la chaîne carbonée est à 4 carbones. Ce sera donc une but-2-on sur laquelle on rajoute un méthyle en position 3. Pour ce composé-là, on a une chaîne carbonée à 5 carbones, donc pentane. On voit que sur la chaîne carbonée, il y a une fonction alcène en position 2. Et ici, on reconnaît la fonction aldéhyde. Ce sera donc du pente-2-nal. Et pour le quatrième composé, on a une chaîne à 4 carbones. La fonction principale ici est la fonction acide carboxylique. Et en position 3, on a un groupe oxo qui n'est pas prioritaire pour le nom. C'est donc l'acide 3-oxobutanoïque. En termes de réactivité, la fonction carbonyle est surtout une fonction électrophile. Le site électrophile étant ce carbone ici, qui par effet inductif et d'ailleurs par effet mésomère également, se retrouve chargé légèrement positivement. Un nucléophile pourra donc attaquer ce carbone et réaliser une addition nucléophile sur cette double liaison. L'oxygène est faiblement nucléophile et faiblement basique. Ce sera utilisé pour activer l'électrophilie de la fonction en faisant réagir cet oxygène en général avec un acide, donc souvent représenté par H+, comme nous le verrons juste après. Première remarque. Si on doit comparer aldéhyde et cétone, les aldéhydes sont nettement plus électrophiles que les cétones, puisqu'il y a moins d'encombrement et que de façon générale, ce carbone-là sera un peu plus chargé pour les aldéhydes. Deuxième remarque, on peut activer les aldéhydes et cétones par réaction acide-base avec l'oxygène de la fonction CO. Ici, on représente un acide fort par H+. L'oxygène étant faiblement nucléophile et faiblement basique, il peut attaquer H+. Ce qui nous amène à cette forme protonée, et on voit que la forme mésomère de cette forme protonée ici montre que la charge plus est également partagée entre l'oxygène et le carbone, donc le carbone est bien devenu plus électrophile, c'est une activation de l'électrophilie du carbone. Savoir-faire A, addition nucléophile des ions cyanure NC- sur une fonction carbonyle CO. L'ion cyanure est un excellent nucléophile. Il peut donc réaliser une addition nucléophile sur CO sans activation préalable. Voici le bilan. Ici, on a une cétone. On la fait réagir avec des ions cyanure NC-, et ces ions cyanure se sont additionnés sur le carbone électrophile ici. En général, après l'addition des ions cyanure, on fait un traitement légèrement acide avec de l'eau, puisqu'on obtient sinon un alcoolate au moins, donc le traitement légèrement acide permet de retrouver un composé neutre avec une fonction alcool. Alors le mécanisme donc d'addition nucléophile, ici on a le nucléophile qui peut attaquer le carbone électrophile, et comme c'est une addition, on a perte de la double liaison qui est donnée à l'oxygène pour qu'il ait un doublet supplémentaire. On obtient ce composé-là avec ici un alcoolate, et donc avec un traitement à queue légèrement acide, cet alcoolate va pouvoir se reprotoner, et on obtient à la fin
le produit suivant. À noter que l'attaque des ions Cn- est équiprobable par devant ou par derrière, donc on obtient un mélange racémique avec 50% des deux énantiomères. L'intérêt de cette réaction, c'est qu'elle permet d'ajouter un carbone à une chaîne carbonée. De plus, la fonction nitrile peut être transformée en acide carboxylique par hydrolyse acide. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a obtenu ce composé-là par addition des ions cyanure, eh bien, il suffit de le mettre dans l'eau avec un catalyseur acide fort et chauffer un petit peu pour faire une hydrolyse acide et transformer la fonction Cn en fonction COOH, acide carboxylique. Application, donner les produits de la suite de réactions suivantes. Je vous laisse le faire sur le polycopier en mettant pause sur la vidéo et je donne les résultats dans quelques instants. Voici les résultats. Pour la première molécule, on a eu addition nucléophile des ions cyanure, donc on obtient un alcool et le groupe cyano. Et puis ensuite, on a eu hydrolyse de la fonction nitrile ici, qui devient une fonction acide carboxylique. L'indication plus-moins ici signifie qu'on a à chaque fois le mélange racémique. Savoir-faire B, synthèse et utilisation d'un organomagnésiens mixte RMGX. B1-B5, synthèse et propriétés des organomagnésiens. Un organomagnésiens mixte est un composé ayant pour structure RMGX avec R un groupe alkyle, Mg l'atome de magnésium et X un atome d'halogène, qui peut être principalement chlore, brome ou iode. Réactivité d'un organomagnésiien. Dans un organomagnésiien, la liaison carbone-magnésium est polarisée d'une façon très particulière. En effet, comme l'électronégativité du magnésium est inférieure à l'électronégativité du carbone, il y a un effet donneur d'électrons sur le carbone relativement fort, qui va faire que le carbone sera chargé delta-, ce qui est assez rare en chimie organique. Autrement dit, les organométalliques vont se comporter de façon similaire à des carbanions. Quand on écrit RCH2MgX, cela va se comporter exactement comme si on avait RCH2-. Ce sera donc un nucléophile, puisqu'il a un doublet non liant et une charge moins qui va lui permettre d'attaquer des électrophiles. Et ce sera également une base forte, puisque le pKa du couple RH-R- vaut environ 50. Synthèse d'un organomagnésiien. Les organomagnésiens sont préparés par action du magnésium métal sur un halogénoalcane selon le bilan suivant. Ici, ce bilan peut vous surprendre, puisque le magnésium est inséré entre le carbone et l'halogène de la molécule, ce qui est peu courant dans les mécanismes que nous avons vus jusqu'à maintenant. En fait, c'est une réaction particulière qu'on appelle une addition oxydante sur un métal et qui ne se produit qu'avec les métaux. Il n'y a pas de mécanisme autre que celui-là, puisque c'est une étape élémentaire. Il faut le retenir tel quel et il n'y a pas de flèche à dessiner. Ce bilan peut sembler très simple, mais en pratique, il y a plusieurs réactions parasites qui peuvent se passer durant la synthèse et qui nécessitent des précautions particulières lors du montage. La première, c'est la réaction avec l'eau, ou avec d'ailleurs tout autre composé acide. En effet, l'organomagnésium formé est une base très forte, on l'a dit pK 50. Il réagit donc de façon spontanée avec l'eau, qui est un acide de pK 14, selon cette réaction acide-base. L'organomagnésium va aller prendre l'un des hydrogènes de l'eau et va donc se transformer en alcane. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'organomagnésium, quand il réagit toujours par la liaison carbone-magnésium qui peut se donner, soit pour faire une attaque nucléophile, soit pour faire une attaque basique. Ici donc, attaque basique sur le proton, ce qui donne un alcane. Ça, c'est un problème, puisque ça détruit l'organomagnésium et ça le transforme en autre chose, alors que l'objectif était de synthétiser ce composé-là. C'est pas vraiment un mécanisme que j'ai dessiné ici, puisque les deux flèches que j'ai dessinées là ne suffisent pas à expliquer la formation du solide MgOH 2 fois et du solide MgX 2 fois. C'est surtout un bilan. J'ai dessiné les flèches plus pour vous expliquer. Autrement dit, le mécanisme n'est pas à connaître, simplement connaître le bilan et savoir que toute présence d'eau ou de composés acides va détruire l'organomagnésium en le retransformant en alcane. Autre réaction parasite, la réaction avec un dérivé halogéné, le couplage de Wurst. En effet, l'organomagnésium qui est formé peut réagir avec le dérivé halogéné Rx qui est utilisé pour sa formation s'il en reste. Lorsque cette réaction a lieu, c'est en général une SN2 qui va produire un alcane un peu plus grand que l'alcane de départ, mais là encore, ce n'est pas ce que nous désirions, puisque nous, ce qu'on voulait, c'était faire un organomagnésium et le conserver.
À nouveau, ce n'est pas exactement un mécanisme. Là, c'est la première étape de SN2. La formation de MgX2 n'a pas besoin d'être détaillée. Alors, comment éviter ces deux réactions parasites? Pour ça, on utilise un montage particulier qu'on appelle le montage de la synthèse magnésienne. La réaction va se produire dans le ballon, dans lequel on met le magnésium en copeaux et du solvant organique. Un ballon tricole en général avec un barreau aimanté ou avec un système d'agitation mécanique. Il y a un agitateur magnétique avec support élévateur, puisque la réaction est très exothermique, donc ça peut être intéressant si elle s'emballe, de redescendre l'agitateur magnétique au cas où on l'avait placé sur position chauffante. L'halogénoalcane est dissous dans le solvant et placé dans une ampoule de coulée isobare. Une ampoule de coulée isobare permet d'être complètement fermée pour éviter d'avoir un contact avec l'air ambiant, puisqu'ici, il y a un contact grâce à cette petite tubulure qui maintient une pression identique dans tout le système. On place au-dessus de la réaction un réfrigérant, puisque comme elle est exothermique, il peut y avoir éventuellement ébullition du solvant. Et au-dessus du réfrigérant, au lieu de simplement laisser un contact avec l'air libre, on place une garde à chlorure de calcium anhydre. Le chlorure de calcium est un solide qui absorbe l'humidité de l'air, ce qui permet d'absorber toute la vapeur d'eau qui pourrait être présente dans le montage et qui diminuerait le rendement en détruisant l'organomagnésium par réaction acide-base. Quelques remarques sur le montage et sur les précautions à prendre. La verrerie utilisée doit être particulièrement sèche pour éviter des traces d'eau. La garde à chlorure de calcium permet d'assécher l'air dans le montage. La réaction étant très exothermique, il faut ajouter l'halogénoalcane lentement pour éviter un emballement. On peut même prévoir un bain de glace à proximité en cas d'emballement et de surchauffe de la réaction. De plus, on place le magnésium toujours en léger excès pour éviter qu'à la fin de la réaction, il y ait l'organomagnésium formé et encore de l'halogénoalcane RX, puisque ça favoriserait le couplage de Wurst. Enfin, le solvant utilisé ne doit absolument pas être protique, c'est-à-dire il ne doit pas y avoir de groupe OH ou NH, car ces groupements feraient des réactions acide-base qui détruiraient l'halogénoalcane de la même façon que l'eau, qui détruirait l'organomagnésium de la même façon que l'eau détruit l'organomagnésium. Le plus souvent, les solvants qu'on utilise sont le diéthyléther anhydre ou le THF anhydre, car ce sont des solvants qui vont diminuer la réactivité de l'organomagnésium formé en réalisant des interactions acide-base de Lewis avec lui. Ici, on voit le diéthyléther qui va pouvoir réagir selon une réaction acide-base de Lewis en venant donner le doublet au magnésium qui a une lacune pour former ce complexe acide-base de Lewis-là. C'est une réaction réversible, donc l'organomagnésium peut être libéré pour réagir avec d'autres composés plus tard quand on veut l'utiliser, mais ça le rend légèrement moins réactif, donc ça évite le couplage de Wurst et ça évite d'avoir une réaction avec l'organomagnésium qui soit trop rapide par la suite. Le tétrahydrofurane est un peu comme le diéthyléther, mais il est cyclique. C'est un composé qui est assez utilisé parce que c'est plus facile au laboratoire d'avoir du tétrahydrofurane anhydre que de l'éther anhydre. Une dernière réaction parasite, la réaction avec le dioxyde de carbone et l'oxygène présent dans l'air. C'est un peu moins important, mais c'est présent quand même. En effet, l'organomagnésium peut aussi réagir avec le dioxyde de carbone, on le verra un tout petit peu plus loin. Il peut aussi réagir avec l'oxygène, j'ai pas écrit le bilan. Alors, il faut savoir que ces réactions existent, donc normalement, les pressions de ces deux gaz sont très faibles, donc les réactions parasites sont peu importantes. Mais en toute rigueur, quand on veut avoir le meilleur rendement et qu'on a ça à notre disposition, on utilise un montage hermétique dans lequel on purge l'air et on le remplace par du diazote pur. Comme ça, non seulement on est sûr qu'il n'y a pas de vapeur d'eau, mais on est aussi sûr qu'il n'y a ni dioxyde de carbone ni dioxygène, donc rien qui ne va réagir avec l'organomagnésium. Bon, en classe préparatoire, on ne fait pas ce genre de manipulation, mais c'est commun dans les laboratoires équipés. Dernière remarque, il est très difficile finalement de conserver un organomagnésium, puisque dès qu'il est au contact avec l'humidité de l'air, il réagit. Donc la plupart du temps, on réalise la synthèse de l'organomagnésium juste avant de l'utiliser. Et la réaction où l'on utilise l'organomagnésium, on la fait en général dans le même ballon. On parle dans ces cas-là de synthèse one pot.